La lame d'entraînement heurta le sol du gymnase dans un bruit sec, rebondissant légèrement avant de glisser jusqu'au mur. Sur le tapis, l'instructeur d'arts martiaux, plaqué face contre terre, restait figé, immobilisé, incapable de se dégager. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Quelques instants plus tôt, toute l'assemblée riait encore doucement en voyant cette mère discrète, en jeans et pull, avancer à contre-cœur pour participer à la démonstration. À présent, le sourire confiant du maître avait disparu. Tandis qu'il se relevait lentement, frottant son poignet endolori, un vieil homme assis au fond se mit debout, se raidit et leva la main dans un salut militaire solennel en direction de la femme. Qui était-elle vraiment ? Et surtout, quel secret cachait-elle à tout le monde, y compris à son propre fils ? Les gradins grinçaient sous le poids des parents qui se penchaient pour mieux voir. Les enfants en uniforme blanc étaient alignés sur les tapis bleus au centre. Perchée tout en haut des gradins, Élodie Marval observait la scène, le dos droit, même si elle semblait vouloir se fondre dans la masse. Son blouson kaki usé et son jean délavé n'avaient rien de remarquable. Ses cheveux bruns, tirés en arrière de façon pratique, étaient coiffés comme toujours, depuis la naissance de son fils Maxence, il y a 12 ans. Sur le tapis, Maxence, placé à l'extrémité de la deuxième rangée, tirait nerveusement sur le nœud de sa ceinture blanche. Ses yeux revenaient sans cesse vers sa mère avant de fuir aussitôt, comme si sa simple présence le mettait mal à l'aise. Une femme au sourire chaleureux vint s'asseoir à côté d'Élodie. « C'est votre première fois ici ?» demanda-t-elle en tendant la main. « Je suis Yasmina Orkov, la maman de Lila. Vous êtes bien la mère de Maxence, non ?» Élodie hocha la tête et serra brièvement la main. Élodie Marval. Yasmina poursuivit avec enthousiasme. Maître Aubin est incroyable. Il a entraîné des célébrités à Los Angeles avant de s'installer ici. Ma fille est avec lui depuis 3 ans. Vous avez choisi un très bon programme pour Maxence. C'est lui qui l'a choisi, répondit Élodie, le regard fixé sur son fils. Yasmina se pencha un peu. Maxence m'a dit que vous aviez été dans l'armée, mon frère aussi, mais dans la division financière. J'ai servi, oui. La voix d'Élodie n'appelait aucune question supplémentaire. Plutôt dans l'administratif. Yasmina insista, mais Élodie se contenta de hocher la tête, les yeux rivés sur l'entrée. C'est là que Maître Aubin fit son apparition. Grand, mince, marchant avec une confiance un peu théâtrale, il portait fièrement son uniforme noir et sa ceinture. Après quelques mots sur la discipline et l'importance de l'autodéfense, il dirigea les élèves dans l'exécution de katas. « Plus fort !» lança-t-il, exigeant que les cris d'accompagnement résonnent davantage. Les mouvements de Maxence étaient précis, mais manquaient de l'énergie agressive que le maître affectionnait. Après chaque enchaînement, ses yeux cherchaient ceux de sa mère, qui restait impassible, même si un léger adoucissement passait dans son regard à chaque fois qu'ils se croisaient. Quand les exercices de base furent terminés, Maître Aubin annonça « Aujourd'hui, nous allons montrer aux parents à quoi ressemble réellement l'autodéfense en situation pratique. » Son regard balaya le public. Avons-nous des parents avec une expérience militaire ou martiale qui accepteraient de participer à une démonstration ? Avant qu'Élodie ne puisse se tasser sur son siège, Yasmina leva la main. « Elle était militaire !» dit-elle en la désignant. Maxence se figea, le visage vidé de toute couleur. Le sourire du maître s'élargit. « Parfait. Accepteriez-vous de nous aider ? C'est toujours instructif de montrer aux enfants ce que cela donne dans la réalité. » Les chuchotements fusèrent. « C'est la mère de Maxence ? Mon père dit qu'elle ne faisait que du papier. Elle n'a pas l'air de savoir se battre. » Maxence baissa les yeux, honteux. « Je préfère éviter, » répondit Élodie calmement. « Ce n'est qu'une petite démonstration, rien de physique, » insista le maître. « Nous voulons montrer que la taille et la force importent moins que la technique. » Élodie croisa le regard de son fils. Il était gêné, mal à l'aise. Après un bref moment, elle se leva et marcha vers le tapis. Sa démarche était simple, sans geste inutile. Un léger changement, presque imperceptible, traversa son attitude. Maître Aubin souriait toujours, persuadé d'offrir un moment divertissant. Les parents dégainèrent leur téléphone. Maxence, lui, aurait voulu disparaître sous terre. Même une personne avec un minimum de formation militaire, expliqua le maître à la classe, se tromperait face à un agresseur sans formation martiale. Il prit une pose spectaculaire, plus adaptée à un film qu'à un combat réel, puis sortit un couteau d'entraînement en caoutchouc bleu. « Je vais attaquer lentement et vous ferez de votre mieux pour vous défendre. » Il lança un sourire condescendant. « Ne vous inquiétez pas, je serai doux. »
Élodie resta immobile, main détendue, visage neutre. Les plus observateurs pouvaient remarquer la petite cicatrice précise à sa tempe, à moitié cachée par ses cheveux, la position stable de ses pieds, son regard qui balayait la salle, identifiant les sorties, les obstacles, et un petit médaillon métallique accroché à son trousseau à peine visible, une plaque pour chien d'assistance post-traumatique. « Prête ?» demanda le maître. Elle hocha la tête. Il bondit soudain, plus vite que prévu, clairement décidé à la prendre au dépourvu. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que plusieurs spectateurs durent revoir la vidéo au ralenti. La main droite d'Élodie intercepta le poignet de l'assaillant avec une précision chirurgicale. Aucun mouvement superflu. Son poids se déplaça subtilement, détournant l'élan plutôt que de l'affronter. Le couteau d'entraînement tomba au sol et en un instant, Maître Aubin se retrouva face contre le tapis, le bras immobilisé derrière le dos, incapable du moindre mouvement. L'expression d'Élodie ne changea pas, calme, presque ennuyée. Un silence total s'abattit sur le gymnase. 2 secondes plus tard, elle le relâcha, rajusta sa veste comme si de rien n'était, et recula. Tout au fond du gymnase, un homme à la posture militaire se leva lentement. Ses cheveux gris trahissaient son âge, mais son regard vif restait perçant. Il ne quittait pas Élodie des yeux. Après quelques secondes, il leva la main et effectua un salut militaire impeccable. L'air sembla se figer autour d'eux. Les conversations s'éteignirent complètement. On n'entendait plus que le souffle des spectateurs. Maître Aubin se redressa, frottant son poignet. L'assurance qu'il affichait quelques minutes plus tôt, complètement effacée. Ses yeux fixaient Élodie avec une expression nouvelle, mélange de prudence et d'étonnement. « Maman ?» La voix de Maxence brisa le silence. Un mélange de confusion et d'admiration dans le ton. L'homme en uniforme civil s'approcha du tapis, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Capitaine Marval ?» demanda-t-il à voix basse. « Mossoul, 2013. » Un éclair de reconnaissance passa dans les yeux d'Élodie. Elle hocha imperceptiblement la tête. L'homme se mit immédiatement au garde-à-vous et effectua un salut officiel, cette fois plus solennel encore. « Monsieur » répondit Élodie calmement, lui rendant le salut avec une précision irréprochable. Les parents et enfants présents ne savaient plus comment réagir. Certains filmaient toujours, d'autres observaient bouche bée. Une tension presque palpable emplissait la salle. « Repos » dit l'homme avant de se tourner vers l'instructeur. « Vous venez d'essayer de démontrer des techniques de combat à l'une des opératrices les plus décorées de l'histoire navale. » Des murmures parcoururent le public. Maxence regardait sa mère comme s'il la découvrait pour la première fois. L'homme poursuivit. Le capitaine Élodie Marval a mené des missions d'extraction ayant sauvé plus de 30 otages sur 3 continents. Ces opérations restent classifiées, mais le commandant Ravel m'a dit un jour qu'elle était la meilleure tacticienne qu'il ait jamais rencontrée. Le visage de Maître Aubin se teinta de rouge, mélange de gêne et de respect naissant. Il s'approche d'Élodie avec humilité. « Je vous présente mes excuses, capitaine. Je n'avais aucune idée. » Il hésita puis reprit. « Accepteriez-vous de montrer aux élèves une technique authentique, quelque chose de réel ?» Élodie jeta un coup d'œil à Maxence. L'embarras du début avait laissé place à une curiosité admirative. Il acquiesça discrètement. « Une seule, dit-elle calmement. » Elle fit signe au maître d'attaquer à pleine vitesse. Lorsqu'il s'élança, elle exécuta un mouvement d'une simplicité déconcertante, sans fioriture, mais d'une efficacité implacable. Chaque geste était précis, chaque angle optimisé pour exploiter la force de l'adversaire. « Remarquez l'économie de mouvement », expliqua-t-elle d'une voix claire qui imposait le silence. La force brute et la vitesse importent peu si la technique et le timing sont justes. Les élèves la suivaient des yeux, captivés. Les parents, debout, filmaient la scène sous différents angles. Lorsqu'elle eut terminé, Maître Aubin s'inclina profondément. Les enfants imitèrent ce geste. « Merci, capitaine Marval. Ce fut un honneur. » La séance prit fin peu après. Dans le parking, Maxence marchait à côté de sa mère, l'air chargé de 1000 questions. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» demanda-t-il enfin. Élodie déverrouilla la voiture avant de répondre. « Je voulais que tu me connaisses en tant que maman d'abord, pas pour ce que j'ai été. Mais tu es une héroïne ?» Elle s'arrêta et posa les mains sur ses épaules. « Les vrais héros sont ceux qui ne sont jamais rentrés, Maxence. Moi, je n'ai fait que mon travail. » Il secoua la tête comme pour assimiler cette révélation. « Tout ce temps, je pensais que tu avais juste un boulot banal dans l'armée. Les autres enfants parlent toujours du travail de leurs parents, et moi, je n'avais rien de spécial à dire. Et maintenant ?» demanda Élodie. Il esquissa un sourire. « Maintenant, je comprends pourquoi tu n'en parlais pas. Tu n'avais pas besoin de le faire.
Un sourire rare, franc, éclaira le visage d'Élodie. « Souviens-toi, Maxence, la vraie force n'a pas besoin de se vanter. Elle est simplement là. » Le lundi matin, la vidéo d'Élodie neutralisant Maître Aubin circulait déjà partout dans la petite ville de Port-Serein. En entrant dans son collège, Maxence sentit immédiatement les regards peser sur lui. Les murmures l'accompagnaient dans les couloirs, mais cette fois, il n'y avait ni moquerie ni indifférence, c'était de l'admiration. « C'est lui, Maxence Marval. Tu as vu ce que sa mère a fait ? Mon père était là. Il a dû regarder la vidéo au ralenti pour comprendre. Apparemment, elle était genre agent secret. » À la pause déjeuner, Dorian Lestang, capitaine de l'équipe de lutte et jusque-là parfaitement indifférent à Maxence, posa son plateau face à lui. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il tout en tirant la chaise. « Libre à toi » répondit Maxence. Dorian se pencha. « Alors, c'est vrai ce qu'on dit ? Que ta mère était une sorte de James Bond au féminin ? Elle a fait partie des forces spéciales navales » répondit Maxence en haussant les épaules. « Mais officiellement, les femmes n'étaient pas dans les équipes d'intervention, non ? » Officiellement, confirma Maxence, mais il y a visiblement des programmes dont on ne parle pas. Dorian siffla, impressionné. Et elle t'a jamais rien dit ? Jamais. Maxence sentait un mélange étrange d'orgueil et de frustration. Tout ce temps, je pensais qu'elle était juste une maman normale. Dorian le regarda comme s'il n'y croyait pas. Sérieux ? Sérieux, confirma Maxence. Plus il y réfléchissait, plus cela lui paraissait perturbant. Sa mère avait vécu une double vie, cachant non seulement la vérité à ses voisins, mais aussi à son propre fils. En rentrant de l'école, il traversa le jardin parfaitement entretenu, le même qu'avant. Mais désormais, il remarquait les détails. Les haies taillées de manière à dégager la vue sur la rue, le cadre renforcé de la porte d'entrée, les petites caméras discrètes intégrées au luminaire. Tout cela avait toujours été là, mais il ne l'avait jamais vu. En entrant dans la maison, Maxence trouva sa mère assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert et des piles de documents étalés devant elle. De simples papiers de comptabilité pour des petites entreprises locales, du moins en apparence. Était-ce une couverture ou simplement sa nouvelle vie après celle plus dangereuse qu'elle avait menée ? « Salut mon grand » dit Élodie en levant les yeux vers lui avec un sourire calme. « Comment était l'école ? Bizarre » répondit-il en laissant tomber son sac à dos près de la porte. « Tout le monde parle de toi. » Elle referma doucement son ordinateur. « Je m'en doutais. Mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» La question sortit brusquement, comme s'il n'avait pas pu la retenir plus longtemps. Elle désigna la chaise en face d'elle. « Mziaya, assieds-toi ?»« Non, j'ai passé la journée assis. Je veux des réponses. » Élodie le fixa un instant, puis hocha la tête. « Très bien. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ?»« Tout. Tu étais vraiment dans les forces spéciales ?»« Pas exactement, » répondit-elle prudemment. Officiellement, les femmes n'étaient pas intégrées dans certaines unités à cette époque. Mais j'ai fait partie d'un programme spécial, travaillant en parallèle sur certaines missions. On nous appelait l'équipe Courage Alpha. Maxence fronça les sourcils. « Et tu faisais quoi ?» J'étais opératrice, spécialisée dans les extractions d'otages, le combat rapproché et le recueil de renseignements. « Donc, tu étais en vrai combat ?» Sa voix se brisa légèrement sur le mot « combat ». Elle hocha la tête. « Oui. » Il hésita, puis lâcha. « Et tu as déjà dû tuer ?» Une ombre passa sur son visage. « Ce n'est pas quelque chose dont je parle, Maxence. Même pas avec toi. Certaines choses doivent rester dans le passé. » Il finit par s'asseoir, l'air troublé. « Mais pourquoi me le cacher ? Je suis ton fils. »« Justement, » répondit-elle d'une voix plus douce. « Quand j'ai quitté le service actif, je voulais être simplement ta mère. Pas le capitaine Marval, pas une militaire avec des missions classifiées, juste ta maman. Je voulais que tu grandisses dans un environnement normal. » Il secoua la tête. « Normal ? On a déménagé 3 fois avant que j'aie 10 ans. » Elle soupira. Des protocoles de sécurité et de vieilles habitudes difficiles à perdre. Il repensa à toutes ces petites manies qu'il avait remarquées au fil des années. Comment elle s'asseyait toujours face à la porte au restaurant. Comment elle l'entendait toujours descendre en pleine nuit même lorsqu'il essayait d'être discret, ou encore ce placard verrouillé dans sa chambre qu'il n'avait jamais pu ouvrir. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce placard ?» demanda-t-il. « Des souvenirs, des documents et quelques outils spécialisés, armes comprises, sécurisées et légales. » Maxence se passa une main dans les cheveux. « C'est complètement fou. Toute ma vie a été une sorte de mensonge. » « Pas un mensonge, » corrigea-t-elle. « Une frontière que j'ai choisi de maintenir pour te protéger. » Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette retentit.
Élodie se redressa aussitôt, ses épaules se tendant, ses yeux se durcissant. Elle se déplaça vers la fenêtre en prenant soin de rester hors du champ de vision extérieur. « C'est le colonel Morel », dit-elle après un coup d'œil, « celui de la démonstration. » En quelques secondes, Maxence vit sa mère se transformer. Sa posture changea, son menton se releva, et elle retrouva cette aura d'autorité qu'il avait aperçue sur le tapis du gymnase. Elle ouvrit la porte. « Colonel, c'est inattendu. » L'homme vêtu en civil, mais toujours aussi droit qu'un militaire en uniforme, s'inclina légèrement. « Capitaine Marval, je suis désolé de débarquer ainsi, mais nous devons parler. Puis-je entrer ?» Elle hésita, puis s'écarta pour le laisser passer. « Colonel, voici mon fils Maxence. »« Enchanté, jeune homme, » dit Morel en lui serrant la main avec fermeté. « Ta mère est l'une des meilleurs soldats que j'ai jamais rencontrés. Maxence, pourrais-tu... » commença Élodie. « En fait, » coupa le colonel, « il devrait peut-être entendre, cela le concerne autant que toi. » Le regard d'Élodie se durcit. Si c'est pour parler d'une réactivation, la réponse est non. « Ce n'est pas une réactivation, » assura Morel. « Mais votre couverture est compromise, Élodie. La vidéo circule partout, elle a dépassé le 1 million de vues. Avec la reconnaissance faciale actuelle, ce n'est qu'une question de temps avant que certains individus ne fassent le lien entre l'ancienne capitaine Marval et la comptable discrète de Port-Serein. » Maxence sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quels individus ?» Le colonel échangea un regard avec Élodie qui finit par hocher la tête. « Des ennemis que ta mère s'est fait au cours de sa carrière, » expliqua-t-il. « Des gens qui ont de longues mémoires et très peu de scrupules. »« Vous pensez qu'on est en danger ?» demanda Maxence. « Disons que des précautions seraient judicieuses, » répondit Morel. Élodie croisa les bras. « J'ai déjà mes protocoles, on a changé d'identité, déménagé quand il le fallait. »« Oui, mais aujourd'hui, votre visage est viral, » répliqua le colonel. « Et le paysage numérique a changé. » Maxence regarda tour à tour sa mère et le colonel. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On continue comme d'habitude, » trancha Élodie. « On prend les précautions nécessaires. » Le colonel se racla la gorge. « Le commandant Ravel m'a chargé de vous proposer le protocole sanctuaire. » Le visage d'Élodie se ferma instantanément. « C'est extrême. »« C'est quoi ce protocole ?» demanda Maxence. « Une relocalisation, » répondit sa mère, « avec de nouvelles identités. Une coupure totale avec notre vie actuelle. » La panique monta dans la voix du garçon. « Mais l'école, mes amis, on ne peut pas juste disparaître. Et tu n'auras pas à le faire ?» assura Élodie, lançant un regard d'avertissement au colonel. « Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, » reprit le colonel Morel, « c'est ce genre de prudence qui vous a gardé en vie à Mossoul quand le reste de votre équipe n'a pas eu cette chance. » Le silence tomba brutalement dans la pièce. Maxence dévisagea sa mère. « De quoi il parle ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas le moment, » répondit Élodie d'une voix basse. Puis plus ferme, « Colonel, je vous remercie, mais je dois parler à mon fils seul. » Morel hocha la tête. « Compris. Mais le commandant Ravel attend une réponse d'ici demain. Les ressources sont prêtes si vous acceptez le protocole. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la posa sur la table. « Mon numéro direct. Appelez à n'importe quelle heure. » Une fois la porte refermée derrière lui, Élodie revint vers son fils, qui n'avait pas bougé. « On est en danger, maman ? Du vrai danger ?» Elle s'assit à côté de lui. « Il y a toujours un risque. J'ai passé 12 ans à le réduire pour toi. Ce qui a changé depuis samedi, c'est que plus de gens savent qui je suis. Mais ce protocole, ça avait l'air sérieux. C'est une précaution, pas une certitude. Morel et Ravel sont du genre à tout anticiper. C'est ce qui leur a permis de survivre aussi longtemps. » Maxence hésita, puis reprit. « Cette équipe à Mossoul, qu'est-ce qui leur est arrivé ?» Les yeux d'Élodie se voilèrent. « C'est classifié ? Ils sont morts ?» Après un long silence, elle hocha la tête. « Oui, et j'ai failli y rester moi aussi. » Il sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et tout ce temps, je pensais que tu étais juste une maman normale qui faisait de la compta et me forçait à manger des légumes. » À sa grande surprise, elle rit doucement. « Je suis cette maman-là aussi. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vie que j'ai choisie après le reste. » Il la fixa. « Mais maintenant, tout le monde sait qui tu es vraiment. » « Non, ils savent qui j'étais. Moi je suis ici, avec toi. Et maintenant, dit-elle, on va dîner, faire tes devoirs et continuer à vivre. Et demain je verrai avec Ravel quelles mesures prendre qui ne nous obligeront pas à tout quitter. » Maxence hocha la tête, l'air toujours inquiet. « Je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Tu m'apprendrais ce que tu sais faire, pas pour être soldat, juste pour comprendre cette partie de toi. »
Elle le regarda longuement. Peut-être quelques bases, la défense, la vigilance, mais Maxence, j'ai quitté ce monde pour de bonnes raisons. Je comprends, dit-il. Mais c'est aussi une partie de moi maintenant. Je veux juste mieux te connaître. Elle sourit légèrement. C'est juste, on commencera doucement. Il sourit à son tour. Et quand tu m'as appris à faire du vélo, c'était une technique spéciale des forces spéciales? Elle éclata de rire. Non, ça c'était juste une maman qui improvisait comme toutes les autres. Cette nuit-là, à 3h17, le téléphone sonna. Élodie était réveillée avant même la deuxième tonalité. Un réflexe forgé par des années d'alerte nocturne. Elle décrocha. Marval, on a du mouvement, annonça la voix ferme du commandant Ravel. Reconnaissance faciale à l'aéroport de Portland. David Corba a passé la douane il y a 18 heures. Le sang d'Élodie se glaça. Corba était le financier derrière une cellule terroriste qu'elle avait contribué à démanteler au Yémen. Une mission qui avait coûté la vie à 3 membres de son équipe et lui avait valu une décoration classifiée, ainsi qu'une cible dans le dos. Confirmation visuelle, demanda-t-elle en ouvrant déjà son placard sécurisé pour saisir un petit sac prêt depuis des années. Confirmation à 78%. Mais Morel a validé. C'est lui. Il voyage avec 2 associés venus de Belgrade. Pas vraiment des touristes. Elle inspira profondément. Compris. J'active le protocole Indigo. Le sanctuaire est prêt, rappela Ravel. Extraction propre, nouvelles identités, coupure totale, c'est l'option la plus sûre. Laisse-moi gérer à ma façon, répondit-elle sèchement. À toi de voir, capitaine. Mais ces hommes ne viennent pas pour une visite amicale. Elle raccrocha, immobile quelques secondes, évaluant les options. Corba était patient. Il ne bougerait que lorsqu'il serait sûr. La vidéo avait précipité les choses, mais combien de temps lui restait-il avant qu'il ne se rapproche? Élodie se rendit dans la chambre de Maxence et le réveilla doucement. « Maman, on change nos plans, dit-elle calmement. Prépare un petit sac avec l'essentiel. On part pour un court voyage. » Il se redressa aussitôt. « C'est à cause de ce que le colonel a dit? On est en danger? C'est juste par précaution, répondit-elle sans confirmer ni nier. 15 minutes en bas. 20 minutes plus tard, il roulait déjà vers l'est dans la berline discrète d'Élodie. Maxence regardait défiler les rues endormies. Où on va? Dans une planque, à 2 heures d'ici, hors réseau, sécurisé. Et on y reste combien de temps? Quelques jours, le temps que j'évalue la situation. Il garda le silence, puis finit par dire « Tu as toujours été prête à ça. C'est pour ça qu'on déménageait souvent, que tu vérifies les portes 3 fois par soir, que tu me faisais mémoriser ces numéros étranges. Exactement. Mieux vaut être prêt pour rien que l'inverse. Tu aurais pensé me dire la vérité un jour? Demanda Maxence, toujours tourné vers la route sombre. Oui. Le jour de tes 18 ans, j'avais prévu de tout expliquer, et de te laisser le choix de savoir ou non. Tu pensais que je ne pourrais pas encaisser? Non, je savais que tu pourrais. Mais je voulais que tu aies l'enfance que je n'ai pas eue. Il la regarda, intrigué. C'était comment, ton enfance? Pas mal, mais différente. Mon père était militaire aussi. On déménageait tout le temps, on vivait sur des bases aux 4 coins du monde. À 15 ans, je savais démonter un fusil les yeux fermés et je parlais 4 langues. Mais je n'étais jamais allé à une fête d'école et je n'avais jamais eu de meilleur ami plus de 6 mois. Maxence comprit alors. C'est pour ça que tu m'as inscrit à un cours de karaté normal plutôt que de m'entraîner toi-même. Tu voulais que j'aie quelque chose de normal. Elle esquissa un sourire. Oui, et aussi parce que parfois, c'est plus simple que l'enfant apprenne d'un autre que de son parent. Il rit doucement. Comme Maître Aubin, ça a bien marché, tiens. Elle secoua la tête. Ce n'est pas un mauvais professeur pour débuter. Un peu trop théâtral, c'est tout. Un peu? Il nous parle de fusionner avec notre esprit guerrier intérieur à chaque séance, répondit Maxence en levant les yeux au ciel. Le moment de légèreté s'effaça quand ils dépassèrent une voiture de patrouille garée sur le bas-côté. Élodie vérifia le rétroviseur, ses yeux balayant la route avec méthode. Les vieilles habitudes. « Maman, et si ces gens nous trouvent ?»« Ils ne nous trouveront pas. »« Mais si, alors quoi? On fuit encore? On change de nom ?» Elle prit une profonde inspiration. « Si on en arrive là, oui, c'est le protocole sanctuaire. Nouvelles identités, nouvel endroit et coupure totale. » Il déglutit. « Je ne reverrai jamais mes amis, pas même un au revoir. » Elle jeta un bref coup d'œil vers lui. « Ce serait la toute dernière option. Avant ça, j'ai d'autres moyens. » « Quels moyens ?» Sa voix changea, devenant plus froide, plus tranchante. « Éliminer la menace définitivement. » Le silence retomba, lourd. Maxence comprit à ce moment-là qu'il ne connaissait qu'une partie de celle qu'il appelait « maman ».
Il se demandait jusqu'où elle serait capable d'aller et ce qu'elle avait déjà fait dans son ancienne vie. La route quitta la nationale pour un chemin de terre serpentant entre des pins immenses. La planque apparut enfin. Un petit chalet en bois, isolé, à l'abri des regards. Élodie s'arrêta, sortit son téléphone et tapa une séquence. Un discret bip confirma la désactivation d'un système de sécurité. « Tu restes dans la voiture jusqu'à ce que j'ai vérifié », ordonna-t-elle en sortant un pistolet de sous le siège. Les yeux de Maxence s'écarquillèrent. « Tu as une arme ? Reste dans la voiture », répéta-t-elle fermement. Il la suivit du regard à travers le pare-brise. Sa démarche avait changé. Plus basse, plus fluide, chaque pas précis. L'arme tenue près du corps, prête à agir. Rien de cinématographique, juste de l'efficacité pure. En quelques minutes, elle revint et fit signe de la rejoindre. L'intérieur du chalet était sobre, mais fonctionnel. Un poêle à bois, un coin cuisine, 2 petites chambres. « Voilà notre maison pour quelques jours, » dit-elle. « Et maintenant ? Maintenant, tu te reposes. Première règle dans une situation incertaine, dormir quand tu peux. » Même s'il n'en avait pas envie, Maxence sentit la fatigue l'envahir. La tension et l'adrénaline des derniers jours avaient vidé ses forces. Il s'installa dans la chambre et laissa la porte entr'ouverte, espérant entendre ce que sa mère ferait. Dès que sa respiration devint régulière, Élodie sortit son téléphone et composa un numéro. « Morel », répondit le colonel immédiatement. « Marval, on est sécurisé à l'avant-poste Écho. Quelle nouvelle sur Corba ? Location d'un SUV noir à Portland sous un alias connu. Achat de carburant près de Salem il y a 3 heures, puis plus rien. Il a peut-être basculé sur du cash. Et ces hommes ? Identifiés comme Nestor Volkov et Anton Resnik, anciens forces spéciales serbes, du haut niveau. Elle inspira profondément. Donc, ils viennent armés et entraînés. C'est notre évaluation. Ravel insiste. Sanctuaire reste l'option la plus sûre. Extraction possible dans l'heure si vous donnez le feu vert. Élodie jeta un regard vers la porte de la chambre où dormait son fils. Et si je ne le donne pas ? Alors, vous choisissez d'engager plutôt que d'éviter. Mais on ne vous enverra pas de renforts officiels. Pas sans validation. Compris. Je te rappelle à 9 heures. Elle raccrocha, s'approche de la fenêtre et balaye la lisière des arbres du regard. Le choix était clair. Partir en sanctuaire, recommencer ailleurs, couper Maxence de tout ce qu'il connaissait ou redevenir, le temps d'une mission, celle qu'elle avait été pour protéger sa vie actuelle. À l'aube, elle trouva son fils assis sur le petit perron, les yeux perdus dans le lever du soleil. « Tu as décidé ?» demanda-t-il. « Oui, ni l'un ni l'autre, ou un peu des deux. » Il fronça les sourcils. « Tu pars avec Morel pour sanctuaire le temps que je règle cette histoire. Tu y seras en sécurité. Et toi ? Moi je m'en occupe. » « C'est pas juste ?» protesta-t-il. « Parfois, les décisions tactiques ne paraissent pas justes, mais c'est comme ça qu'on survit. Promets-moi que tu viendras me chercher. » Elle posa une main sur la sienne. « Je te le promets. Quoi qu'il arrive cette fois, on ne fuira plus. » 2 heures plus tard, l'SUV du colonel s'enfonçait dans la forêt avec Maxence à bord. Élodie les regarda disparaître, inspira profondément et referma la porte du chalet derrière elle. La préparation commençait. 12 ans qu'elle enfouissait son ancienne vie. 12 ans à jouer la mère discrète. Ce soir, Corba et ses hommes découvriraient que le capitaine Élodie Marval n'avait rien perdu de son savoir-faire.